Nous revenons de cette pause estivale avec l'analyse des essais libres 1 et 2 aux Pays-Bas et les gars, je dois être honnête, j'ai été très déçu par les performances de la rouge. En effet, nous avons vu une Ferrari en difficulté ce vendredi aux Pays-Bas, et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir d'où viennent ces difficultés. Nous allons analyser, bien sûr, les deux têtes à queue réalisées par Lewis Hamilton. Nous allons également examiner une obstruction de Leclerc et analyser un peu les temps, tous en détail. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo qui sort ici sur la chaîne. Cela dit, passons immédiatement à le classement qui, d'ailleurs, nous montre quelque chose de très intéressant. Voici le classement des essais libres 2. Voyons Norris en tête et ouvrons cette petite parenthèse. Norris a fait une excellente séance, tant lors des essais libres 1 que des essais libres 2, et il a fait la différence par rapport à son coéquipier. En effet, Piastri, nous avons vu, a commis une erreur dans le virage 9. Ressemble à celui de Hamilton mais aussi différent sur certains points. Plus tard, nous verrons aussi pourquoi, tandis que Norris n'a pas commis d'erreur jusqu'à présent et fait la différence sur un circuit qu'il aime beaucoup, comme celui des Pays-Bas, qu'il a également gagné l'année dernière. Il a repris de plus belle après cette pause estivale et nous le voyons en tête lors de cette deuxième séance d'essais libres. Et attention aussi à Fernando Alonso, car Fernando Alonso est deuxième. Nous avons perdu l'une des deux Aston Martin à cause d'eux. Parlons de l'incident de Stroll que nous allons également examiner plus tard, mais tout d'abord une grande annonce. Voyons immédiatement l'incident de Stroll que nous allons commenter ensemble, puis nous ferons une analyse plus détaillée de Ferrari. Voici Stroll, l'incident qu'il a causé lors des essais libres 2, ce qui est dommage car l'Aston Martin a repris ce week-end aux Pays-Bas comme la deuxième force. Évidemment, nous savons que lors des essais libres du vendredi, l'Aston Martin est toujours plus forte que ce que nous voyons ensuite, le samedi et le dimanche, où ils augmentent aussi un peu la puissance pour une piste comme celle des Pays-Bas, où le moteur n'est pas aussi crucial que d'avoir une bonne charge dynamique, un bon équilibre entre l'avant et l'arrière. Après les mises à jour vues lors des dernières courses, nous avons vu une Aston Martin excellente. Voyons cependant l'incident de Stroll qui pénalise son week-end et regardons ce qu'il a mal fait. Il arrive légèrement large en courbe 3, où il y a cette inclinaison de la piste qui incline la courbe de 19 degrés, rendant la courbe parabolique. On voit qu'il se trompe ici, il est déjà trop large. Il perd le contrôle de l'avant, bloque les roues et va contre les barrières. Il y avait devant deux Ferrari, en effet, on voit sur les images la Ferrari de Hamilton et celle de Leclerc qui étaient là devant. Mais probablement il a été aussi distrait par les Ferrari. Bien sûr, ce n'est pas la faute des Ferrari, mais la faute revient entièrement à Stroll dans ce cas, qui a commis cette erreur. Revoilà cela aussi en replay extérieur. En slow motion, avançons un peu. On voit ici le blocage de l'avant et il n'a plus le contrôle de la monoplace, il va contre les barrières. Un dommage très grave qui a ensuite compromis aussi les essais libres, dans le sens où toutes les équipes ont perdu beaucoup de temps à cause du drapeau rouge qui a été déployé. Deux essais libres libérés pour cet incident ici de Stroll que vous voyez, il a complètement détruit la voiture contre les barrières. Heureusement, le pilote va bien. Il n'y a donc pas de conséquences pour le pilote, mais il y a des conséquences importantes pour Aston Martin, à la fois pour ce week-end, car il perd de l'une des deux voitures. Il est certain que Stroll reviendra en piste demain, mais ce ne sera pas la même chose, il aura manqué quelques essais libres, il ne pourra pas retrouver le même feeling que son coéquipier. De plus, il doit aussi dépenser un peu plus d'argent, même en respectant le plafond budgétaire, pour réparer la voiture. Ce sont des incidents qui pèsent aussi sur le plafond budgétaire. Cela dit, je souhaite d'abord analyser avec vous les deux têtes à queue de Hamilton, puis nous regarderons aussi les temps pour faire une comparaison entre les différentes équipes. Alors, allons d'abord voir la première erreur commise par Hamilton, celle que nous avons vue lors des essais libres 1, puis celle des essais libres 2. Allons voir ici Hamilton à bord avec lui, et nous sommes toujours dans le virage 3, juste avant le virage 3 dans ce cas. On voit que Hamilton arrive, et en sortie du virage 2, il perd le contrôle de la monoplace. Il fait un tête à queue, Hamilton a eu de la chance de finir contre les barrières, donc il n'a pas perdu de temps. Mais il a écrasé le train de pneus, donc après il a refait le relais avec des pneus très usés. Et donc, cela n'avait même pas de sens, dans le sens où il a utilisé des pneus qui n'avaient pas la performance attendue. Cela dit, on comprend, cela a été évident dès les essais libres 1, que cette Ferrari n'avait pas de feeling aux Pays-Bas. Les gars, regardez, Hamilton arrive en sortie. Dès qu'il relâche un peu l'accélérateur pour préparer le virage 3, puis freiner. Hamilton perd subitement le contrôle d'une monoplace très instable et c'est dommage de la retrouver ainsi aux Pays-Bas, surtout parce que nous nous attendions tous à la voir comme une Ferrari en Hongrie. Donc, dans la première partie de la course de Leclerc en Hongrie, nous avons vu une Ferrari qui a redémarré beaucoup plus en difficulté et c'est là la première erreur de Hamilton. Maintenant,
Passons à la deuxième erreur, je vais aussi montrer le décalage au classement lors des essais libres de 8 dixièmes pour Hamilton sur Norris, 9 dixièmes pour Leclerc sur Norris. Une piste où l'on tourne en un 0,98, le meilleur temps de Norris, donc vraiment une piste courte, un tel écart est très important. Et nous voyons une Ferrari Kelly là-bas avec Tsunoda, et même avec la deuxième Red Bull, donc vraiment en grande difficulté. Voyons aussi ensemble la deuxième erreur de Hamilton, qui montre un manque de feeling avec l'avant. Et on le voit ensemble ici, d'abord on va voir l'omboir puis on regarde aussi la vue extérieure. Alors voilà, celui-ci. Attendez une minute, je l'ai en extérieur, voyons si on le trouve aussi en omboir. Regardons d'abord l'extérieur, que j'ai déjà prêt. Là, Hamilton qui arrive, il fait d'ailleurs un bon temps, à 27 minutes de la fin, il améliorait son temps, évidemment la référence est Hülkenberg. Et on va voir ensemble où il commet cette erreur, il arrive long, mais contrairement à Piastri qui a fait la même erreur dans le virage 9, en sortant de la trajectoire, puis il a touché l'herbe. On voit clairement que Hamilton n'arrive pas jusqu'au point de corde, donc il a un sous-virage marqué sur cet SF25. Il perd également le contrôle de l'arrière, puis touche l'herbe et se met à tourner, il ne décide pas spontanément de partir tout droit comme Piastri, qui évite une forte défaillance à l'avant en disant « D'accord, j'ai légèrement bloqué l'avant, je continue tout droit ». Dans ce cas, Hamilton va tout droit, mais en accélérant, il perd le contrôle de l'arrière et se retrouve en tête-à-queue en touchant l'herbe, il fait ce tête-à-queue ici. C'est une erreur grave de la part de Hamilton, une autre erreur, et déjà 2 en 2 essais libres, ce n'est pas peu, et ce n'est pas très rassurant non plus pour l'équipe. L'auto doit être retouchée, chez Ferrari, aussi bien Leclerc que Hamilton ne se sentent pas à l'aise avec cette monoplace ici aux Pays-Bas. Je dois être honnête, je ne pensais pas trouver une Ferrari aussi en difficulté. Il y a encore du temps pour essayer de modifier l'alignement et se présenter lors des essais libres 3, pour essayer d'avoir plus de feeling. Au moins, je vais vous montrer le classement. L'objectif de Ferrari sur cette piste doit être de se rapprocher de Mercedes, avec Russell et Verstappen, mais ils se sont retrouvés avec une Ferrari très en difficulté, à 3, 4, 5 dixièmes, ce qui peut arriver chez McLaren. Mais se retrouver à 8 ou 9 dixièmes, c'est trop à mon avis. Voyons aussi l'incident de Verstappen sur Leclerc. Maintenant, c'est une Red Bull, il me semble que c'est Verstappen. Regardons ensemble. Voici Leclerc, évidemment, les blocages lors des essais libres ne sont pas sanctionnés, mais cela a sûrement bloqué le monégasque. Regardons ici, il semble que Verstappen ne le voit pas du tout. Leclerc qui ne le laisse pas passer à l'extérieur dans ce cas, il doit donc le dépasser sur la ligne droite, et donc ici aussi, Leclerc a sûrement perdu un peu de temps avec Verstappen. Voyons aussi 2 épisodes clés qui vont sûrement déterminer, voire peut-être le classement. Regardons d'abord celui de Russell avec Piastri, car cela s'est produit lors de la 2e séance d'essais libres, et nous allons le voir ensemble. En effet, on voit que Russell revenait au stand, il y avait un drapeau rouge pour l'accident d'Albon, que nous examinerons ensuite ensemble. Mais dans ce cas, Russell arrive au stand, on voit que Piastri tourne à gauche puis tourne à nouveau à droite pour revenir en piste. Et ici, Russell a vraiment risqué de s'écraser contre le mur. C'est un épisode assez grave, voire dangereux, j'oserais dire en pit lane, regardons-le aussi de l'extérieur. Je vais aussi vous montrer une autre image où l'on voit mieux. Là-bas, les gars, c'est sûrement un épisode à prendre en considération. Nous avons vu le précédent de Stroll à Monaco, mais cela s'était produit sur la piste, a également dit Carlo Vanzini lors de la narration télévisée cependant. Les gars, il a pris beaucoup de risques là-bas. La McLaren risquait d'avoir l'une des 2 voitures pénalisées. Piastri n'a pas été sanctionné dans ce cas. Nous verrons s'il y aura quelque chose en postérieur pour l'instant. Je ne pense pas que des conséquences seront prises à ce sujet, même si, selon moi, cela aurait dû l'être regardé. Les gars, ce changement de direction soudain est vraiment dangereux. Il est vrai que nous sommes lors des essais libres, mais quelque chose de plus grave aurait pu arriver donc. 2 positions sur la grille auraient pu être justifiées dans ce cas pour Piastri. Nous verrons un peu ce que la FIA décidera également. Allons maintenant voir ensemble l'incident d'Albon qui a causé un autre drapeau rouge lors des essais libres de voici. Albon arrive, un instant, je coupe le volume. Lors du blocage, il va tout droit, dans le gravier, touche et casse à l'avant. Dans ce cas, il a ensuite essayé de faire une marche arrière mais est resté bloqué dans le gravier. Ici, un gros blocage à l'avant. Et une piste qui est glissante, c'est une piste difficile à affronter. Nous avons vu beaucoup d'erreurs, plusieurs pilotes, même le même Max Verstappen a fait une erreur. Lors des essais libres 1, en commettant une erreur en allant tout droit. Et Kimi Antonelli a aussi commis une autre erreur. En résumé, plusieurs pilotes ont fait des erreurs sur une piste difficile comme celle des Pays-Bas. Et nous avons aussi vu, attention, que la météo sera assez incertaine. Nous avons vu un temps nuageux, il pourrait pleuvoir, voire il est presque sûr qu'il pleuvra durant le week-end.
Attention aussi aux différentes sessions, car s'il pleut entre deux sessions, nous pourrions voir des pneus intermédiaires. Nous pourrions peut-être voir des pneus slick pour une piste avec très peu d'adhérence. C'est-à-dire avec vraiment peu d'adhérence. Et donc, faites attention aussi pour la course car s'il pleut, il y a moins d'adhérence. Donc, la gomme s'use peut-être plus rapidement. Il faut impérativement adopter une stratégie à 2 arrêts. Allons voir les temps ensemble, qui sont très intéressants. Je vous ajoute aussi les temps d'Alonso, car il pourrait être l'un des candidats à faire une bonne course dimanche. Voici les temps des essais libres 2. Je sais qu'ils sont très importants, car ils nous donnent une idée de la façon dont les pilotes aborderont le week-end. Aussi parce qu'en essai libre 2, tout le monde essaie la cadence de course. Tous ont essayé, la majorité, les pilotes ont testé la cadence de course avec des pneus médiums. Nous avons vu Hamilton le faire avec des pneus durs. Nous avons vu Russell aussi avec des pneus durs. Mais, disons, la majorité ont cherché avec des pneus médiums. En particulier, commençons par les McLaren. Norris et Piastri ont fait la cadence de course avec des pneus médiums. Partons de Norris qui a tourné en 14.8, 14.5, 14.5, 14.9, 15.0, 15.0, 15.0, donc un excellent résultat sur 14.0 haut, 15.0 bas, tandis que Piazza, d'autre part, a tourné en 15.4, 15.7, 15.0, 15.9, 15.4, un rythme beaucoup plus élevé, c'est-à-dire un rythme de course beaucoup plus lent par rapport à Norris. Nous ne connaissons pas la charge en essence, peut-être que Piazza a une charge en essence un peu plus lourde que Norris, mais il est évident qu'il a tourné plus lentement et Piazza se trouve également dans une situation pire que Norris à ce moment du week-end, sur une piste comme celle des Pays-Bas. Voyons aussi les Ferrari. Ferrari avec Leclerc qui a tourné, a effectué le rythme de course avec des pneus tendres, donc un pneu plus souple, et on voit qu'il a tourné en 14.9, 15.5 puis 16.9, il a immédiatement abandonné le rythme de course, donc un rythme très lent, seulement 3 tours à analyser, d'autant plus qu'il y a beaucoup de trafic aux Pays-Bas, il y a eu 2 drapeaux rouges, en somme, vraiment une situation pas agréable, disons, pour les pilotes, car surtout ceux qui sont partis en difficulté comme Ferrari ont eu peu de temps lors des essais libres 2 pour améliorer le réglage, pour tester le rythme de course. Regardons Hamilton qui a tourné avec des pneus durs, donc des pneus plus rigides, 15.4, 15.3, 15.3, 15.0, donc un rythme de course avec des pneus durs plus bas, dans le sens où il a tourné quand même assez vite avec des pneus durs. Le problème d'Hamilton est qu'il a vraiment eu beaucoup de mal sur le tour sec. Je tiens à dire une chose que je n'ai pas mentionnée plus tôt, c'est que Pirelli a apporté les pneus C2, C3, C4, donc une étape plus souple par rapport à l'année dernière, cela pour faciliter la possibilité de faire la série avec 2 arrêts. Nous savons aussi que la vitesse en voie des stands a été augmentée de 60 km/h de limite à 80 km/h de limite, donc cela réduit le temps de arrêt de 22 secondes à 19 secondes au total lors du pit stop. Ainsi, cela facilite aux équipes de faire 2 arrêts, nous verrons si ces 2 arrêts seront exploités ou si les équipes opteront pour un seul arrêt. Regardons Alonso qui a tourné avec des pneus médiums, 14.9, 15.8, 15.4, 15.2, des temps qui diminuent, une cadence de course assez élevée, je dois dire, mais en ligne avec celle de Piastri, un peu plus élevée évidemment que celle de Piastri, mais ce n'est pas mal du tout, ce n'est pas mal du tout. Regardons Verstappen, 14.7, 15.2 puis 17.5, un tournant, 15.9, donc un peu irrégulier, Russell lui a tourné en 15.8, 15.2, 15.2, 15.1, 15.4, 14.7, 14.8, très constant Russell. Attention à Russell qui a très bien tourné et qui a d'ailleurs utilisé des pneus durs, donc des pneus plus durs. Donc, en résumé général du rythme de course, nous avons vu un excellent Norris, un Piastri un peu plus en difficulté aujourd'hui, nous avons une excellente Mercedes avec Russell devant qui est même mieux placé que Verstappen actuellement, la Mercedes en rythme de course. Acronyme, Verstappen semble être en bonne position. Non mais sérieusement, Mercedes est également bien placé en termes de rythme en qualification car nous avons aussi vu leur rythme. Je vais vous montrer à nouveau le classement en direct. Ils sont proches mais Russell est quand même devant Verstappen. Mais ils jouent tous les deux leur chance. Verstappen fera sûrement cette étape supplémentaire que l'on attend aussi de lui. Ferrari semble actuellement un peu plus en difficulté, derrière. Mercedes, Red Bull et même Aston Martin. Attention à Aston Martin qui pourrait bien faire en qualification. Nous verrons si cela se confirme en course. Le rythme de course d'Alonso n'est certainement pas si mauvais et je veux aussi vous montrer ce classement, cette graphique très intéressante qui montre les mises à jour apportées par les équipes, McLaren, Red Bull, Ferrari, Mercedes et Aston Martin au cours de cette saison. Et voyons comment Aston Martin a apporté de nombreuses mises à jour, puis à partir de l'Espagne, qui ont finalement fonctionné, nous avons constaté une nette amélioration d'Aston Martin et une forte croissance. En effet, nous voyons la progression d'Aston Martin au cours des courses.
qui continue à évoluer aux côtés de Red Bull, Ferrari un peu plus stable, tout comme McLaren, mais McLaren bénéficie en partie d'une position plus avantageuse, c'est certain. Il sera donc intéressant de voir comment cela se passera demain. Ce sera une journée très importante pour les pilotes. En faisant un bilan général, il est certain qu'il faut que Ferrari s'améliore et fasse un pas en avant. Avant de faire le bilan, je souhaite également vous lire un peu le communiqué officiel, celui publié par la FIA. Regardons celui-ci sur Lando Norris. C'est un communiqué concernant un incident avec la voiture numéro 4. Ils ont confondu la voiture car ils ont mis la voiture de Norris alors que c'était celle de Piastri, donc ils ont fait une erreur dans le communiqué. D'accord, nous verrons si un communiqué correct sera publié, car la voiture impliquée était celle de Russell avec celle de Piastri, pas celle de Norris. Ils ont probablement un peu plus de confusion, donc dès qu'il y aura quelque chose à ce sujet, je vous tiendrai évidemment au courant comme toujours. Je veux aussi commenter brièvement les performances de Ferrari en faisant un petit résumé de ce que nous avons vu aujourd'hui. Il y a sûrement des choses à améliorer chez Ferrari, l'équilibre n'est pas optimal, d'après les simulations on espérait voir une Ferrari plus compétitive, mais en piste, nous avons vu une Ferrari qui a eu beaucoup de mal à trouver de l'adhérence sur les pneus avant. Le fait que McLaren ne touche pas au conduit d'air des freins, c'est-à-dire la prise d'air des freins, qui ne modifie pas, réduit la prise d'air des freins car ils ont besoin de moins d'air sur les freins avant, cela signifie qu'ils ont suffisamment d'air pour refroidir les pneus, cela veut dire qu'ils ont trouvé une méthode alternative pour refroidir le carter des freins à l'avant. Et donc cela aide beaucoup McLaren. De l'autre côté, Ferrari et toutes les autres équipes doivent ouvrir la prise d'air des freins, ils doivent chercher à faire entrer plus d'air dans l'écarté pour refroidir au mieux les pneus. Voilà, ils n'arrivent pas à trouver assez d'adhérence sur les pneus avant, surtout Hamilton, nous l'avons aussi vu avec Leclerc, et c'est un problème commun à toutes les équipes, mais plus particulièrement à Ferrari. Dans toutes ces pistes à limite frontale, où il est important d'avoir un peu plus d'adhérence à l'avant, Ferrari n'arrive pas à l'obtenir. Sur la piste, en revanche limitée à l'arrière, où il est important d'avoir de l'adhérence sur les pneus arrière, Ferrari est nettement mieux. C'est un fait objectif que nous avons constaté cette saison et que nous voyons encore cette fois ici aux Pays-Bas.